Éric Coquerel, c'est aujourd'hui cheminots et fonctionnaires qui seront dans la rue. Est-ce que vous pensez que cette manifestation sera un succès? Est-ce que de ce succès dépendra une suite? Je l'espère, je la souhaite et j'appelle tout le monde à se mobiliser derrière à la fois les fonctionnaires qui partent de Bercy, les cheminots qui partent de la gare de l'Est, et tout ça à peu près, je crois, et tout ça se rejoignant à Bastille. C'est important, pourquoi? Parce que, si vous voulez, on est dans une situation où, en gros, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est aligner définitivement la France à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et donc, il faut attaquer tous les piliers de l'État social. Protection sociale, ça viendra après avec les retraites et les cotisations fiscalisées. Les lois sociales, c'est venu avec la destruction du Code du travail. L'austérité, c'est venu avec le budget de fin d'année qui a été absolument terrible, 9 milliards de cadeaux aux plus riches. Et évidemment, la casse des services publics, la privatisation. Et de ce point de vue-là, c'est clair que le projet Spinetta, le projet de réforme du gouvernement, c'est la privatisation à terme de la SNCF. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la mobilisation d'aujourd'hui et des jours qui vont venir? Ce que j'attends, c'est que Emmanuel Macron rencontre un os. Il faut l'arrêter, pour les raisons que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il est en train de vouloir détruire ce qui reste de l'État social, hérité du Conseil national de la résistance, des grandes luttes, y compris celle de 68, dont on va fêter les 50e anniversaires, et dont il faut se rappeler qu'avant tout, c'était la plus grande lutte sociale de l'histoire de ce pays. Donc, pour des gens comme nous, qui croyons à un État qui protège, à une égalité sociale, à une redistribution des richesses, plutôt que le laisser-aller, laisser-faire du marché et du tout-marché, eh bien, voilà, il faut l'arrêter. Et ce qui se passe avec les cheminots, c'est que là, pour le coup, il a un obstacle. Il a l'unité syndicale face à lui. C'est ça qui est absolument essentiel. Et j'espère que ça permettra de commencer une contre-offensive. Donc on souhaite bonne chance aux cheminots parce qu'ils défendent l'intérêt général. Est-ce que vous pensez réellement être en mesure de la bloquer, cette loi, cette réforme de la SNCF? Oui, bien sûr, oui. Comment? Oui. Écoutez, les cheminots ont un moyen, c'est la grève. La grève est le meilleur moyen, à un moment donné, pour dire qu'on n'est pas d'accord et bloquer. C'est constitutionnel, c'est la loi, c'est la marque des démocraties, donc ils vont l'utiliser. Et j'espère que derrière eux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette politique, je pense notamment aux fonctionnaires qui se mettent en bataille aujourd'hui, les autres services publics. On parle de privatisation, type les aéroports de Paris, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, se mettront en mouvement. Il y a aussi les jeunes, les étudiants. Je ne sais pas si vous savez, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable il y a 2 jours dans ce pays. On a fait en sorte de mettre sous tutelle et d'en finir, de faire démissionner le conseil d'administration de Toulouse-le-Mirail. C'est la première fois dans la Ve République qu'on s'en prend à ce type de droit et de démocratie, droit démocratique. Je pense que c'est extrêmement dangereux et qu'il est temps d'arrêter Emmanuel Macron. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a tweeté à ce sujet-là, au sujet d'une grève qui dure déjà depuis 3 mois. Vivement mai 68. Est-ce que c'est pas mettre un petit peu d'huile sur le feu dans ce conflit qui est très compliqué? Vivement, oui, tout à fait. Excusez-moi, mais ceux qui mettent l'huile sur le feu, là, c'est ceux qui viennent de décider qu'en réalité, la seule autonomie des universités qu'ils acceptent, c'est la mise en concurrence, mais que par contre, dès lors qu'il y a des droits démocratiques revendiqués par un conseil d'administration de fac, enfin un conseil élu, eh bien, là, on les démissionne. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est le fait du chef, c'est le fait de Jupiter. On n'est pas aujourd'hui dans une démocrature, ou en tout cas, j'ai pas envie qu'on le soit. Et c'est Emmanuel Macron, par ses décisions, qui attise le feu. Et moi, je dis toute ma solidarité aux étudiants de Toulouse-le-Mirail, au personnel qui ne sont pas d'accord et qui se mobilisent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation porte en germe un mouvement étudiant plus large? Peut-être, j'espère. J'espère, je le souhaite. Bon. Je souhaite qu'à un moment donné, il y ait une étincelle dans ce pays, parce que je suis convaincu que les gens ne sont pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait plus des 20% qui ont voté pour lui au premier tour, et encore, certains l'ont fait avec l'idée d'un vote utile. Donc, le tout, c'est qu'à un moment donné, les gens se rendent compte qu'ils peuvent bloquer sa politique. Je parle de sa politique, bien sûr. Et à partir de là, je ne vois pas d'autre moyen que, dans une démocratie, les luttes, les mobilisations, les grèves, les grandes marches, où on donne aussi l'idée pour compléter ces grèves, pour les aider, pour aider ce mouvement, au fait que tous les citoyens puissent aussi, par exemple, se rejoindre un week-end pour une grande marche qui pourrait être au printemps et qui pourrait dire: ah non, Macron, ça suffit. Voilà, il faut tous y aller en même temps, il faut tous converger pour faire en sorte que nous sommes majoritairement opposés à cette politique. Sauf que le gouvernement affiche clairement sa détermination. Est-ce que vous pensez sincèrement gouvernement le faire reculer? Oui, mais tout gouvernement. Alors là, j'ai maintenant pas mal d'années derrière moi de mobilisation et d'autres. Je peux vous dire qu'un gouvernement, à chaque fois qu'il y a un grand mouvement, il annonce qu'il ne cédera pas. Rappelez-vous Juppé 95, Pasqua de Est-ce que vous pensez que le contexte est le même? Est-ce que l'opinion n'a pas changé depuis 1995? Si, bien sûr. Il y a la machine idéologique, y compris avec toute une propagande derrière, fait en sorte qu'on essaye de s'en
de s'attaquer justement à l'idée même de ce qui fait notre République, c'est-à-dire l'égalité, la liberté, la fraternité, enfin des valeurs qui s'appuient sur le service public, je le disais tout à l'heure. On dit surtout aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne peut rien faire, c'est la mondialisation. C'est l'Union européenne qui veut ça. Et c'est vrai que beaucoup de partis, y compris certains qui aujourd'hui s'opposent avec nous au projet de démantèlement du service public ferroviaire, ont voté les paquets ferroviaires à Bruxelles qui aujourd'hui font l'ouverture à la concurrence. Mais tant pis, je veux dire, je pense malgré tout, je suis persuadé que dans ce pays, dans le fort intérieur de ce pays, il reste un attachement au service public, il reste un attachement à un État social. Et en tout cas, c'est là-dessus que l'on va travailler. Mais alors comment on revient sur cette ouverture à la concurrence qui a été accepté par 28 pays, voté par le Parlement européen? Comment on fait machine arrière? Moi, je vous le dis, si demain on gouvernait ce pays, on ferait machine arrière. Oui. Unilatéralement. On le refuserait. Mais comment? Voilà. On prendrait cette décision. On dirait la France refuse d'appliquer une politique. Vous savez, il y a une chose étonnante quand même, qui est le problème démocratique. Est-ce que vous avez entendu un seul des partis qui a voté les paquets ferroviaires à Bruxelles, ou les paquets d'énergie, je pense aussi bien à la droite qu'au Parti socialiste à l'époque, même Europe Écologie les a votés. Est-ce que vous avez entendu un seul de ces partis, dans une campagne nationale, se vanter qu'ils allaient faire ça? Non, jamais ça n'a été fait. Ils le votent, ils le décident, et puis après ils disent « Ah, c'est l'Union européenne qui le veut ». Alors certes, ils le veulent, mais il a bien fallu qu'au départ, ils acceptent une politique de démantèlement du service public. Et moi, je pense que tout ça n'est pas démocratique. Donc si demain on gouvernait, nous irions voir nos partenaires sur ça et sur d'autres points et dirions, nous n'acceptons pas les traités actuels qui régissent l'Europe parce que c'est des traités d'austérité, de libre-échange, de mise en concurrence des peuples. Nous n'acceptons pas ce qui est contraire à l'intérêt général du pays et maintenant renégocions. Et en attendant, nous n'appliquerions pas la mise en concurrence, ça je vous le dis carrément. Autre contestation, celle des fonctionnaires aujourd'hui qui seront dans la rue pour protester contre la réforme de la fonction publique. Est-ce qu'il n'était quand même pas temps de moderniser cette fonction publique, Éric Coquerel? Pourquoi? 120 000 suppressions de postes sur 5 millions et demi de fonctionnaires. Est-ce que vous pensez... Non, c'est intéressant, je voulais savoir ce que vous entendiez par moderniser. Moderniser, c'est supprimer des fonctionnaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de policiers dans ce pays? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'enseignants? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de personnel de santé? Supprimer 120 000 fonctionnaires sur un quinquennat sur 5 millions et demi de fonctionnaires. Oui, justement, je ne suis pas d'accord. Vous allez les chercher où? Tout ça vise une chose. Tout ça vise à faire en sorte qu'on affaiblisse l'État. Ce qui fait que quand on aura supprimé ces 120 000 fonctionnaires, et vous ne mettez pas là-dedans les fonctionnaires des collectivités territoriales aussi qui sont amenés à disparaître du fait de la baisse des dotations, eh bien les gens attendront plus dans les mairies, dans les préfectures, et ils diront « Ah, mais l'État, ça ne marche pas ». Ce que dit le gouvernement, c'est que la France a changé et que certains services qui étaient inclus dans les services publics pourraient en sortir pour se concentrer sur d'autres qui correspondent plus aux attentes. Pourquoi faire? Vous trouvez que ça marche bien, les autoroutes privatisées, vous? Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une catastrophe. Tout le monde. C'est le seul amendement que j'ai réussi à faire passer à la Commission des Finances, à la majorité unanime de tous les partis politiques lors de l'examen du projet de loi Finances. Pourquoi? Parce qu'on a privatisé un monopole, ce qu'on s'apprête à faire avec les ADP, qui non seulement est une catastrophe d'un point de vue des entretiens des autoroutes, parce que ce sont les mêmes sociétés à qui on a cédé les autoroutes qui font les travaux. Donc je ne vous dis pas les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir là-dedans, mais en plus de ça, on paye la rente capitaliste qu'on va s'apprêter à faire pour ADP. Vous croyez que ça marche mieux? Vous savez que, par exemple, au niveau du service public de santé, encore, jusqu'à ce qu'on le détruise, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais la gestion du service public de santé français, par exemple, coûte beaucoup moins cher à un Français que la gestion du service privé santé américain. Donc arrêtons avec cette idée. Ce qui est aujourd'hui devant nous, c'est le fait qu'on veut permettre, et d'ailleurs le gouvernement l'assume, au moins on ne peut pas dire l'inverse, Bruno Le Maire l'assure, il dit... Alimenter le capital aujourd'hui, donner de l'argent au capital, c'est les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Sauf que ça fait 40 ans qu'on entend ça, ça ne marche pas, les profits explosent, le chômage explose et l'investissement est en berne. Donc cette politique ne fonctionne pas. Et c'est celle qu'on veut appliquer définitivement dans le pays. Je voudrais vous parler, Éric Coquerel, du rythme des réformes. 7 projets de loi en 2 mois, est-ce que c'est un bon rythme pour réformer un pays? Non, c'est sûr que non. Pour réformer le pays? Sûr que non. Alors, je comprends tout à fait la stratégie d'Emmanuel Macron. Il passe, tant qu'il a l'impression qu'il peut avancer, il y va. C'est un coureur de haie, c'est-à-dire il essaye avec la légitimité d'avoir été élu il n'y a pas si longtemps. Absolument. Cela dit, les gens n'ont pas voté pour son programme, je vous le rappelle. Ils ont voté pour battre Marine Le Pen. Essentiellement. Donc il y a une entourloupe là-dedans. Bon, mais il essaye de le faire. Je peux pas dire, il est à sa place. Et au moins, c'est ça, j'allais dire, comment dire, son avantage. C'est que contrairement à Hollande, par exemple, il assume son programme, il l'applique, et il se dit que tant que ça fonctionne, il va l'appliquer. C'est pour ça que moi, je pense que si on le bloque à un endroit, après, c'est un effet domino.
et que je pense que ces projets seront au fur et à mesure bloqués. Mais vous avez raison, il met un rythme. Par contre, il y a un petit problème quand même. C'est que ce rythme met à mal la démocratie parlementaire. Vous avez vu que le gouvernement veut s'attaquer au droit d'amendement des parlementaires, ce qui est quand même absolument incroyable. Déjà, on a aujourd'hui un régime hyper présidentialiste. Bon, c'est pas pour rien qu'on parle de Jupiter, qui prend des décisions de plus en plus directives. On laisse croire que les problèmes de la démocratie, c'est uniquement les parlementaires et l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, on veut limiter le droit d'amendement. Donc, moi, en fonction de la taille des groupes parlementaires. En fonction de la taille des groupes parlementaires. Je trouve que là, il y a un vrai problème, j'allais dire, d'hyper-présidentialisation qui est déjà inscrit dans la Ve République, raison pour lesquelles nous sommes pour une 6e République, notamment plus parlementaire, mais je dire qu'à un moment donné, il y a une limite, quoi. On va pas... Monsieur Macron ne peut pas, à chaque fois qu'il a un obstacle face à lui, décider que le droit d'amendement baisse, décider qu'un conseil d'administration de faculté doit être démis, etc. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a eu une bronca hier à l'Assemblée nationale, suite au propos de Mme Belloubet concernant la limitation du droit d'amendement. 260 000 lors de la précédente législature. Est-ce que ça n'est pas beaucoup? Est-ce que c'est pas ça qui force le gouvernement à en passer par les ordonnances pour aller plus vite? Non, ce qui force le gouvernement, c'est que, comme il veut aller très très vite, plus vite que la musique, il estime que moins il y a de blocage, mieux c'est. D'accord? D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'Édouard Philippe l'a dit. Il dit, si ça ne va pas assez vite, dans la question, non pas des négociations, il ne parle jamais de négociations, mais de concertation, c'est-à-dire on se concerte avec les partenaires sociaux. La concertation Madine-Macron, c'est il y a un projet, on discute et le projet reste égal à la fin. Bon. Donc, si avec les partenaires sociaux, ça ne va pas assez vite, si avec le Parlement, ça ne va pas assez vite, alors on passera par ordonnance. Mais quelle image de la démocratie? Je suis désolé, la démocratie, c'est de pouvoir argumenter. Pourquoi il y a des amendements? 260 000 amendements, c'est pas beaucoup. Non, mais ça, vous me parlez de la mandature précédente. Oui. Je ne sais pas quel est le rythme. Nous, pour notre part, par exemple, notre groupe, vous pouvez regarder absolument toutes les discussions à l'Assemblée, puisque maintenant, on a l'occasion de les voir. Vous apercevrez qu'on n'a pas fait, j'allais dire, vous savez, le travail qui consiste à mettre des amendements type Bottin, etc. On ne l'a jamais fait. On a fait des amendements dits d'opposition et des amendements dits propositionnels pour montrer qu'on avait un programme. Donc on a tenu, par contre, on a tenu la tranchée, quoi. Pourquoi on la tient? Parce que c'est essentiel de pouvoir argumenter, même si ces amendements ne passent pas, bien qu'hier, on en a passé 4 sur la loi de programmation militaire. Donc, vous voyez, on arrive même à être aussi propositionnel à certains moments. Et c'est essentiel parce que c'est ça qui permet le débat démocratique. L'Assemblée nationale, c'est pas juste une chambre d'enregistrement. C'est un endroit où, par l'argument, on éclaire l'opinion publique. Et ça, si on nous prive de ça, alors dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à supprimer l'Assemblée nationale. Pour finir sur cette révision constitutionnelle, vous souhaitez qu'elle passe par le Parlement ou vous souhaitez un référendum? Moi, je souhaite. Alors déjà, je souhaiterais qu'on ne commence pas par enfreindre les droits de l'Assemblée, qu'on arrête de laisser penser que le problème en France, c'est qu'il y ait trop de députés. Moi, si j'ai bien compris, j'ai une circonscription qui est la plus grande de Seine-Saint-Denis. On voudrait, paraît-il, qu'elle double de volume. Mais comment je peux toujours être hyperactif. Il y a un moment donné où ce rôle-là ne sera plus rempli. Il faut se le dire, quoi. Donc, c'est déjà le contenu de la réforme. Après, nous, on a toujours été pour les référendums. Donc, je vais pas contraindre. Mais vous savez, principalement dans ce pays, si on veut changer les choses, il faut une constituante pour une nouvelle République. Nicolas Sarkozy, de nombreux représentants politiques ont été choqués par la longueur de la garde à vue de l'ancien président de la République. Est-ce que c'est votre cas? Non, il faut arrêter, quoi. Vous savez qu'il y a des manifestants. Il a passé la nuit chez lui, je crois. Semble-t-il. Il y a des manifestants qui sont arrêtés pour des pécadilles. Et 3 fois rien après des manifestations, ils passent parfois l'entièreté d'une garde à vue autorisée pour vraiment rien. Alors là, vu les faits qui lui sont reprochés, on verra s'ils sont avérés. Enfin, il y a quand même toute une accumulation, notamment qui a été quand même révélée par un média. Je voudrais rappeler que c'est Mediapart, au départ, qui lance cette affaire. Moi, ça me... Bon, j'en fais pas une maladie qu'il ait passé la nuit chez lui, mais n'inversons pas la chose. Qu'il soit en garde à vue comme tout citoyen, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est plutôt peut-être ce qu'il a fait.